Alors on a vu dans la vidéo précédente comment certains philosophes comme Robert Hooke en Angleterre au XVIIe siècle voyaient notre mémoire. C'est-à-dire avec une vision très mécanistique faisant de notre cerveau une machine à stocker des perceptions, des souvenirs en suivant des lois physiques telles que celles énoncées par René Descartes à la même époque. Mais vers la fin du XVIIIe siècle, des voix s'élevèrent contre cette conception très mécanistique de la mémoire et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Les théories sur la mémoire, très mécaniques, de Robert Hooke étaient assez provocantes pour son époque. Un compte-rendu de la Royal Society, l'Académie des sciences britanniques dont il faisait partie, écrivait que les théories de Hooke semblent prouver l'existence de l'âme de façon mécanique. Hooke, ne voulant pas s'attirer probablement les foudres de l'Église, se défendait de telles insinuations et prétendait au contraire, en accord avec le dualisme cartésien et très en vogue à l'époque, que l'âme se situe en dehors de la mémoire, qui est-elle spatialement localisable dans le cerveau. Pour Descartes, en effet, l'univers est une machine dont les rouages s'imbriquent les uns dans les autres, et les principes mécaniques s'appliquent à tout ce qui ne relève pas de l'intelligence pensante de l'homme, excluant ainsi l'âme et la mémoire des principes mécaniques. Hooke avait seulement été un peu plus loin que Descartes en affirmant que la mémoire, au contraire de l'âme, fonctionnait, elle, selon les mêmes principes mécaniques. Pourtant, 50 ans plus tard, à l'apogée du mécanisme, Julien de La Métrie osa poser toute l'intelligence humaine sous la coupe de ce mécanisme. Alors il était français d'origine, mais il fut pourtant pourchassé pour ses idées peu catholiques, il faut bien le dire, pour trouver finalement refuge à la cour de Frédéric II de Prusse. Après de La Métrie, néanmoins, à la fin du XVIIIe siècle, et notamment avec la pensée du romantisme qui faisait son apparition, conceptualiser les organismes vivants en tant qu'ensemble de rouages fut considéré comme absurde. Dans la pensée romantique, en effet, les rouages du mécanisme ne peuvent expliquer les phénomènes biologiques. Bernardin de Saint-Pierre, écrivain et naturaliste, écrivait ainsi en 1784 « Les plantes, dit-on, sont des corps mécaniques. Essayez pourtant de faire un corps aussi mince, aussi tendre, aussi fragile que celui d'une feuille, qui résiste des années entières au vent, aux pluies et au soleil le plus ardent. Un esprit de vie régit les plantes, les conserve, les reproduit et répare leurs blessures. » Cet esprit de vie que décrit Bernardin de Saint-Pierre taillait en pièces bien évidemment les rouages du mécanisme du siècle des Lumières. Dans la pensée romantique, en effet, on a l'idée d'une réalité conçue comme un tout, organique et surtout indivisible. Pour le romantique, l'âme est un élément de la nature sur laquelle, en retour, la nature joue. Les métaphores romantiques renvoient d'ailleurs toujours à des processus naturels. Carl Gustav Carus a été le porte-parole des idées romantiques sur la mémoire. C'était un peintre paysagiste, mais aussi médecin, physicien et philosophe allemand ayant vécu à Leipzig, où il a étudié, et à Dresden, où il a enseigné. Carus utilisait les paysages qu'il peignait pour décrire ses états d'âme. Ce paysage crépusculaire entre le jour et la nuit symbolise pour lui cette démarcation floue et non tranchée entre veille et sommeil, entre conscient et inconscient. En effet, Carus est connu des psychologues du monde entier pour avoir découvert avant Freud, et donc un siècle avant ce dernier, l'inconscient. Pour lui, la clé de la connaissance de notre vie mentale se trouve dans l'inconscient. Carus pensait aussi que les choses sont au dehors ce qu'elles sont au dedans. Ainsi, pour le romantique, le caractère d'un individu se lit dans son écriture, sa personnalité dans les traits de son visage et son destin dans les lignes de sa main. Carus attribuait ainsi une grande importance à la morphologie crânienne. Toutefois, contrairement à Franz Joseph Gall,
Il ne voyait pas de rapport de causalité entre dedans et dehors, mais juste un lien symbolique. Carus n'a donc jamais voulu avoir affaire avec la phrénologie de Gall, l'école rivale dans le domaine de la recherche sur le crâne et le cerveau. C'est Gall, en effet, qui, à la fin du XVIIIe siècle, a engagé les recherches sur la localisation cérébrale des fonctions psychiques. Gall était un médecin viennois qui excellait dans l'anatomie du cerveau. Il fut ainsi le premier à distinguer la substance grise présente à la surface du cortex cérébral et au centre de la moelle épinière de la substance blanche qui assure les fonctions de jonction entre ces zones. Gall mis au point de nouvelles techniques de dissection et à partir d'études faites chez l'homme et l'animal, il a pu démontrer que langage, mémoire et pensée dépendaient directement de la quantité de cortex intact après ces dissections. Si Gall s'en était tenu à ces observations, l'histoire en aurait gardé un souvenir plus respectable de son œuvre. Malheureusement, il intégra les résultats qu'il avait obtenus à une théorie nommée phrénologie, qui très vite tomba en discrédit. Selon cette doctrine, à chaque fonction psychique correspondait à un organe du cerveau dont la taille était censée être proportionnelle à la faculté psychique qui lui correspondait. Du fait que la plupart des fonctions étaient localisées selon Gall dans le cortex, situé lui-même directement sous le crâne d'un individu, eh bien les creux, les bosses et arrondis à la surface du crâne étaient interprétés comme un prolongement de l'intellect. On peut voir sur cette image où Gall localisa des fonctions aussi abstraites que la sublimation, la bienveillance ou l'estime de soi. Pour le phrénologue qu'était Gall, plus vous aviez une bosse prononcée à un endroit donné de votre crâne, plus vous étiez susceptible d'être soit un grand intellectuel, soit un criminel en puissance. C'est justement en France qu'on s'éleva le plus fortement contre les idées un peu absurdes de Gall. Son opposant le plus farouche était Pierre Flourens. Florence maîtrisait à la perfection l'ablation chirurgicale qu'il pratiquait sur le tissu cérébral d'oiseaux ou d'autres animaux. Sur cette planche, on peut voir les mouvements anormaux d'oiseaux après d'assez larges ablations cérébrales. En procédant à des coupes de plus en plus profondes du cortex notamment, Flourens arriva à la conclusion que les fonctions psychiques dépendaient directement de la quantité de cortex intact restante et donc que si de façon générale ces fonctions se trouvaient réparties entre différentes structures du cerveau, aucune ne pouvait être localisée isolément à l'intérieur de ces structures. Pour Flourens, et donc à la différence de Gall, la mémoire ne pouvait donc pas être localisée à un endroit du cerveau, puisqu'elle ne dépendrait pas d'une structure corticale particulière, mais de la quantité de cortex dont on dispose pour la faire fonctionner plus ou moins. Néanmoins, certaines données, dont celle de Gall, contredisaient cette hypothèse. Gall avait ainsi mentionné le cas d'un soldat qui avait développé une aphasie, un trouble de l'élocution, du langage, à la suite d'un accident ayant occasionné une lésion partielle de son lobe frontal gauche. Ce sera néanmoins au neurologue parisien Paul Broca que reviendra la tâche de localiser précisément en 1861 l'aire corticale qui porte depuis son nom, l'aire de Broca, et qui est responsable de la formulation des mots. Broca localisa cette zone après autopsie de patients atteints d'aphasie. À la suite de ces travaux, d'autres spécialistes s'attachèrent dans les années suivantes, toujours après autopsie mais aussi après stimulation cérébrale chez le patient opéré, à localiser d'autres fonctions psychiques. Si bien qu'en 1875, on commençait d'avoir une cartographie assez détaillée du cerveau, avec par exemple l'identification des zones de l'audition ou de la vision, ce qui rendait plausible de pouvoir localiser les différentes fonctions mémorielles, comme Broca l'avait fait avec la mémoire du langage. Néanmoins, on n'était pas plus avancé qu'au temps de Hooke ou de Descartes quant à savoir par quel processus cérébral s'opérait l'ancrage de ces mémoires dans le cerveau. Et c'est justement l'objet de la prochaine vidéo.